Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous lire le 4e chapitre du livre d'Elisabeth Kubler-Ross qui est Accueillir la mort, et le 4e chapitre s'intitule La mort subite. Le décès subit et inopiné d'un être cher est une expérience des plus tragiques. Vivant dans une société qui nie la mort, nous sommes mal armés pour gérer la disparition d'un parent dès lors que sa maladie ne nous a pas graduellement préparés à affronter l'issue fatale. Nous devons impérativement aider les familles endeuillées afin de leur éviter des traumatismes irréparables et des souffrances sans fin. Faute d'avoir reçu un soutien suffisant en temps voulu, trop de gens vivent plusieurs années dans un chagrin non pris en charge ou ont besoin d'une aide psychiatrique. Comment aider les familles dont certains membres meurent subitement ou violemment et qui n'ont pas le temps de traverser toutes les phases préparatoires? Il faut leur laisser le temps de sortir de leur état de choc et de déni, après quoi elles devront passer par toutes les phases connues. Comment aider un malade qui a survécu à une grave crise cardiaque à surmonter sa peur d'une mort subite? De nombreux patients qui se sont remis d'une grave crise cardiaque deviennent extrêmement anxieux et redoutent en permanence la survenue d'une autre attaque et d'une mort subite. Ils ont besoin d'une aide qui atténuera leur inquiétude et leur permettra de faire de l'exercice, peut-être de pratiquer la bicyclette afin de mener une vie aussi normale que possible en fonction de ce que leur médecin leur permettra. Bon nombre d'entre eux se montrent en permanence si tendus et angoissés que le risque de voir survenir une autre crise est plus élevé parmi eux que parmi ceux qui, souvent grâce au conseil d'un professionnel, prennent de l'exercice et vivent aussi normalement que faire se peut. Comment une famille parvient-elle à accepter la mort subite d'un enfant? Rien n'est plus difficile que de devoir accepter le décès d'un enfant. S'il s'agit d'une mort subite et si la famille n'est pas préparée, il lui faut parfois plusieurs années pour dépasser son chagrin. En conséquence, il convient de ne pas l'abandonner, mais de rester disponible durant les mois qui suivront le décès de l'enfant. En effet, c'est pendant cette période que les parents et les proches traverseront les phases du mourir. Que faire et comment être utile lorsqu'une mort subite se produit quelques heures après un accident ou lorsqu'une mort très inattendue survient après qu'une maladie grave s'est soudainement déclarée? Dans les heures qui suivent cette mort inattendue, nous ne pouvons pas grand-chose pour la famille, sauf rester disponible pour elle et l'aider à accomplir les démarches consécutives à tout décès. La plupart de ses membres seront en état de choc et de déni. Ils auront besoin que quelqu'un garde les idées claires et reste suffisamment calme pour prévenir les proches et organiser les obsèques. Comment se comporter face à une patiente en fin de vie qui perd la personne à laquelle elle est le plus attachée? La mort d'une personne importante pour le patient en fin de vie est un des événements les plus difficiles que nous ayons à affronter. Dans un hôpital où nous avons interrogé quelques 800 malades incurables, s'est produit un décès extraordinaire qui a entraîné une des expériences les plus traumatisantes de ma vie. Il s'agissait de celui du chirurgien médecin principal qui suivait un grand nombre de mes patients cancéreux. Il a été emporté un matin juste avant sa visite par une crise cardiaque imprévisible. Parmi les malades qui s'en remettaient à lui, implicitement ou explicitement, et qui l'aimaient tendrement, nombreux ont été ceux qui ont réagi par un état de choc terrible et une angoisse extrême. Plusieurs d'entre eux ont préféré refuser toute opération ultérieure car ils ont vu dans cette mort le signe que tout geste opératoire était désormais inutile. La perte d'un être aussi important vous force à affronter un chagrin terrifiant. Tous nos malades ont eu besoin de soutien avant de pouvoir assumer la mort d'une personne aussi humaine. Il en est de même, évidemment, d'une femme incurable qui perd son mari ou d'un patient en fin de vie dont l'enfant disparaît pendant son hospitalisation. Il faut leur annoncer les faits et ne pas leur cacher la vérité. Sous prétexte qu'ils sont atteints d'un mal inexorable,
quelqu'un doit prendre le temps de leur faire part de la nouvelle, puis rester disponible pour les aider à assumer cette perte effroyable. Comment se comporter lorsqu'il arrive aux urgences une famille dont un membre a trouvé la mort dans un accident? Il est très important que le médecin informe la famille du décès de la personne en question et qu'il ne délègue pas cette obligation à une infirmière ou à un autre professionnel de l'accompagnement. Ce n'est pas que l'infirmière soit incapable de s'en charger, car elle peut parfois le faire bien mieux que lui, mais pour la famille, il importe de savoir que le médecin était présent, que tout a été fait pour empêcher cette mort. Si le médecin reste invisible, la famille pense qu'il n'a pas été disponible lorsqu'une aide était nécessaire. L'annonce de la mort ne doit pas se faire par téléphone dans un couloir ou dans la salle des urgences, mais dans une petite pièce calme, réservée aux pleurs, proche de la salle des urgences où la famille pourra s'asseoir et éventuellement prendre un café ou une boisson. Le médecin doit passer quelques minutes avec elle, répondre à ses questions, puis retourner à son travail. Un autre professionnel de l'accompagnement, de préférence un ecclésiastique, une assistante sociale, une infirmière ou un bénévole formé à ces questions, doit alors rester avec les proches jusqu'à ce qu'ils soient prêts émotionnellement et physiquement à quitter l'hôpital. Il ne faut pas leur donner de sédatifs, mais les laisser pleurer, crier, prier, jurer ou se décharger de leurs sentiments comme bon leur semblera. Ils seront souvent en état de choc ou en colère, il faut l'accepter. Parfois, un bénévole devra les raccompagner chez eux. La personne présente avec eux dans la salle des lamentations, au moment du décès, doit les rappeler environ un mois plus tard et leur proposer de revenir à l'hôpital s'ils souhaitent reparler de l'événement. Ils accueillent fréquemment cette invitation avec reconnaissance. Ils peuvent alors poser les questions qu'ils n'étaient pas prêts à poser au moment du grand choc. Bon nombre d'entre eux demanderont: a-t-il rouvert les yeux? A-t-il prononcé mon nom? Était-il conscient à son arrivée? Si l'on peut leur répondre, ils apprécieront cette confrontation avec la réalité de la mort. C'est souvent après ce deuxième entretien que la famille commence à assumer le chagrin et amorce le travail du deuil. Que dire de la mort subite? Comment aider la famille à l'accepter? Quand une famille est confrontée à une mort subite et accidentelle, il importe de ne pas l'empêcher de voir le corps. Les patients qui se sont suicidés ou les victimes d'accidents sont souvent mutilés et le personnel hospitalier interdit aux proches de les voir. Cette mesure entraîne de nombreux problèmes psychologiques pour les survivants. Il faut que les infirmières préparent le défunt pour qu'il soit présentable, que sa famille puisse voir au moins une partie d'un corps identifiable afin d'affronter la réalité de la mort. Si nous l'en empêchons, elle restera des années dans la phase de déni et n'assumera jamais totalement la réalité de la mort. Quelle est la meilleure façon d'aider une famille qui a vécu une mort subite et violente si elle conserve des sentiments de culpabilité et des mécanismes de défense massifs afin d'éviter la question? Avec du temps et de la patience, vous pourrez sans doute aider les proches à aborder le sujet. Certaines familles restent dans la phase de déni pendant des mois, voire des années, et ont besoin de l'aide d'un professionnel pour accepter ce type de mort. Un enfant est hospitalisé pour une intervention bénigne. Ses parents et lui sont bien préparés, qui accompagnent la famille lorsque survient une mort subite et inopinée, provoquée par l'anesthésie, une hémorragie, etc. D'ordinaire, tout le monde, y compris l'équipe soignante, est sous le choc. Comment le personnel peut-il aider la famille s'il est lui aussi mal préparé et s'il ne s'attend pas à un tel événement? Nous, les soignants, devons prendre le temps de nous asseoir ensemble afin de discuter de la situation et de nos sentiments ouvertement et honnêtement, même si, ce faisant, nous sommes amenés à pleurer un membre de l'équipe qui n'a pas été directement impliqué dans les soins du patient décédé,
est le mieux placé pour aider ceux qui ont été très proches de ce même patient. C'est seulement quand nous, les soignants, aurons évacué nos sentiments que nous pourrons aider la famille à traverser cette crise. Lorsque survient une mort subite, l'autopsie est obligatoire. Pour de nombreux parents, cette formalité est vécue comme une insulte faite aux morts. Ils disent « il a assez souffert », ils sont bouleversés de ne pouvoir l'empêcher. Comment les soutenir ? Nous devons leur expliquer que l'autopsie se fera dans le plus grand respect, la plus grande dignité et qu'elle n'aura rien d'un geste chirurgical. L'information ainsi obtenue pourra expliquer le décès, atténuer le sentiment de culpabilité et lever le doute sur le fait qu'on a mis en œuvre tout ce qui était possible en l'état actuel des connaissances médicales. Comment aider les parents d'un bébé mort de ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson ? D'abord, en les rassurant sur le fait qu'ils ne sont pas coupables de négligence et en leur expliquant que nous ne connaissons pas encore la cause exacte de ce décès. Nous les renvoyons aussi sur la SID, Sudan Death Infant National Foundation, une association de parents qui ont vécu cette expérience et qui sont sans doute plus à même de les aider. Quand un patient meurt, arrive sur la rampe de notre salle d'urgence, on demande souvent au brancardier de l'emmener directement à la morgue pour éviter qu'il ne nous dérange. Lorsque la famille se présente quelques minutes plus tard, elle n'a pas la possibilité de voir le corps et reste sans aucune assistance. En tant qu'infirmière, je suis très mal à l'aise dans ces circonstances et j'essaye de les éviter. Il doit y avoir moyen de gérer cette situation avec plus d'humanité. Le fait que vous viviez mal ces pratiques cruelles me laisse espérer qu'elles sont en voie de disparition. Peut-être est-il plus facile pour le personnel de gérer ce genre de situation en évitant la question de fond. Mais cette attitude entraîne à coup sûr bien des déchirements, de l'amertume, du ressentiment et du chagrin non pris en charge. On devrait aménager un lieu où exposer le corps, où la famille puisse se remettre du choc initial, où l'on trouve un téléphone, une salle de bain, du café et où chacun puisse s'asseoir en silence sans se voir pousser vers la sortie. Si des gens comme vous qui manifestement éprouvaient une certaine empathie pouvaient rester avec les proches, ceux-ci bénéficieraient d'une grande aide et reprendraient confiance en la bonté de l'humanité. Il ne faudrait envoyer personne chercher dans tous les coins le corps qu'on leur cache. À la mort d'un malade, on demande à la famille d'entrer dans sa chambre. Certains proches parlent au défunt, le touchent et l'embrassent. Ne trouvez-vous pas ce comportement morbide ? Non, pas du tout. Je m'inquiète bien plus pour ceux qui ont l'air stoïques, calmes, détachés, qui restent maîtres d'eux-mêmes. À l'extérieur, qui ne disent pas un mot et ne versent pas une larme, qui ont peur ne serait-ce que de jeter un regard au corps et sortent tranquillement de la chambre. Ceux-là connaîtront une réaction différée qui pourra s'avérer pire que celle des autres. Il arrive qu'on amène un patient mutilé aux urgences et qu'il meure peu après son arrivée. De nombreux membres de l'équipe sont en colère contre l'aumônier qu'ils condamnent de se sentir mal à l'aise quand on lui demande de consoler la famille. En ma qualité d'infirmière, que puis-je faire pour l'aider ? Vous pouvez lui dire que vous êtes consciente de la difficulté de sa tâche. On attend de lui et des autres hommes de Dieu qu'ils aient réponse à tout, ce qui est très injuste. Nous devons comprendre qu'ils ont, eux aussi, des problèmes. Ils savent que Dieu est amour et que de lui dépend toute chose, mais ne peuvent souvent pas comprendre eux-mêmes le sens d'une telle tragédie. Il est très difficile de rassurer et de consoler alors qu'ils sont les premiers à demander pourquoi. La prochaine fois, conseillez-lui de serrer la main des proches dans la sienne.
Ce geste peut en dire plus que de longs discours. Quant à vous, faites donc de même avec lui. Les malades qui meurent peu après leur admission à l'hôpital font l'objet de toutes sortes de soins destinés à les sauver. Perfusion et essais de réanimation. Je me demande si nous devons ranger le matériel avant de laisser la famille entrer dans la chambre, s'il ne vaut pas mieux le laisser là de façon à prouver que nous avons fait de notre mieux. Je dois dire que cette préoccupation m'est venue suite à des expériences où les familles nous ont demandé pourquoi nous avions même pas tenté de sauver leurs parents alors qu'ils étaient morts à son arrivée et que tout soin aurait été inutile. Ma première réaction à votre question est celle-ci. À qui avez-vous besoin de prouver que vous avez fait tout votre possible? À vous-même ou à la famille? Je pense que nous devons faire la toilette du corps, couvrir toutes les parties mutilées, aérer la pièce, déperfuser le malade, mais laisser le matériel dans la chambre. Je suis assistante sociale, je vis depuis peu quelque chose de terrible. Toute une famille a été accidentée, la mère est morte, le père est dans le coma et un des enfants a succombé peu après son admission à l'hôpital. Il reste dans le service 2 enfants d'âge scolaire en assez bon état physique. Ils demandent des nouvelles de leurs parents, mais on m'a interdit de leur dire quoi que ce soit, avant l'arrivée de leurs grands-parents qui n'habitent pas en ville. À voir leur regard, je sais qu'ils sont au courant. Que puis-je faire? Asseyez-vous à côté d'eux pour leur expliquer que vous venez de rendre visite à leur père, qu'il ne peut pas encore venir les voir, mais que leurs grands-parents sont en route. Précisez-leur où ils peuvent vous joindre. S'ils se posent des questions, s'ils demandent des nouvelles de leur mère, vous devez leur dire la vérité. Certains patients, notamment les grands cardiaques qui doivent être opérés du cœur, savent à l'avance qu'ils vont mourir sur la table d'opération ou pendant la période post-opératoire. À quoi attribuer ce phénomène? Comment peuvent-ils être au courant? Les patients qui devaient subir une intervention chirurgicale, les malades en phase terminale, mais aussi ceux que nous considérons comme relativement bien portants, nous ont dit avoir conscience de l'imminence de leur mort. La plupart du temps, ils étaient dans le vrai. Nous connaissons mal les signaux psychophysiologiques sur lesquels ils s'appuient, mais nous savons parfaitement qu'ils se sentent parvenus à la dernière extrémité. Il leur faut parler à quelqu'un qui ne se moque pas d'eux, ne les infantilise pas et n'essaye pas de les convaincre du contraire. Retrouve-t-on les phases du mourir chez ceux qui meurent à la suite d'un traumatisme? Les patients accidentés qui meurent 1 heure plus tard n'ont pas le temps de traverser les différentes phases du mourir. La plupart d'entre eux décèdent en état de choc, de déni et parfois de colère. Quel soutien émotionnel apporter à une femme qui perd son bébé à la naissance ou peu après? La perte d'un enfant est un événement des plus difficiles à accepter. Accordez-lui votre présence, votre attention et votre empathie. Essayez d'être disponible pour elle dans cette période de solitude et de vide et elle vous en sera reconnaissante. Il faut du temps pour assumer la mort d'un enfant, quelles qu'en soient les circonstances. Quel soutien émotionnel accorder aux familles des personnes qui ont disparu subitement? En général, le patient qui meurt quelques minutes ou quelques heures après avoir été conduit aux urgences est entouré de professionnels qui travaillent à sauver sa vie ou à la prolonger. Souvent, les membres de la famille sont complètement seuls. Personne n'a le temps d'établir le contact avec eux et il aurait interdit de rester auprès du parent grièvement blessé tant que celui-ci n'est pas mort. Il se trouve fréquemment en état de stupeur, de choc ou de déni et éprouve parfois une rage justifiée en voyant qu'on les a empêchés de passer quelques instants auprès de l'être cher, alors que celui-ci vivait et qu'il aurait pu s'apercevoir de leur présence. On peut soutenir ces familles en les emmenant dans une pièce réservée aux pleurs et en les aidant à sangloter, à jurer, à prier ou à exprimer tous sentiments qui doivent s'extérioriser.
N'essayez pas de leur donner des sédatifs, de les presser à signer des papiers, ni de leur faire quitter l'hôpital au plus vite. Près de chaque salle d'urgence devrait être aménagée une pièce où un conseiller, un thérapeute, un aumônier ou un bénévole formé à ces questions puisse rester avec des proches jusqu'à ce qu'ils soient prêts à quitter l'établissement. Si vous les appelez un mois plus tard pour leur proposer de revenir parler de l'événement, ils se montreront très reconnaissants et revivront toute la scène pour lui donner une réalité. Ils seront alors capables de traverser les phases du mourir, comme nous l'avons expliqué précédemment. Les familles vivent-elles le même chagrin lorsqu'un de leurs membres trouve une mort subite et inopinée et lorsqu'il succombe à une maladie chronique? Oui, à cette différence près que le marchandage est souvent éliminé et que le processus du chagrin est plus long en raison de leur absence totale de préparation. Comment assister un individu ou la famille d'un individu qui passe brutalement d'une vie heureuse et de la bonne santé à la perspective d'une mort due à d'importantes blessures ou à une maladie aiguë? Auront-ils le temps de vivre toutes les phases? Les personnes qui sont souvent frappées par une tragédie et qui disposent de peu de temps entre l'apparition de la maladie aiguë et leur mort affective restent souvent en état de choc et de déni. Certains patients accèdent à la phase de colère, d'autres vivent un mélange de choc, de déni, de marchandage, de colère et de dépression. Un de nos patients qui avait seulement bénéficié de 15 jours entre son hospitalisation et son décès a pu traverser toutes les phases et parvenir à l'acceptation. Je crois important de souligner que notre objectif n'est pas d'aider les gens à passer par les 5 phases et accéder à l'acceptation. Ces 5 phases constituent un dénominateur commun que nous avons rencontré chez la plupart de nos patients atteints de maladies incurables. Un grand nombre d'entre eux ne passent pas de la phase 1 à la phase 5, suivant un ordre chronologique, et cette consultation s'applique tout autant aux bien portants. Notre but doit consister à identifier les besoins du malade, à définir sa situation et à voir comment l'aider au mieux, abstraction faite du temps qui lui reste à vivre entre sa maladie ou son accident et sa mort effective. En d'autres termes, il se sent mieux dans la phase de déni. Nous allons évidemment pas chercher à l'attaquer sur ce plan, nous le traiterons avec une attention et une humanité identiques à celle que nous lui aurions manifestée s'il avait atteint la phase d'acceptation. Un individu irrité depuis toujours est fortement susceptible de mourir dans la phase de colère et de rester ainsi en accord avec sa personnalité et son mode de vie. Quand nous essayons de lui donner des sédatifs pour le rendre gentil, calme et paisible, nous répondons à notre propre demande et non à la sienne. Je vais relire la phrase. Quand nous essayons de lui donner des sédatifs pour le rendre gentil, calme et paisible, nous répondons à notre propre demande et non à la sienne. Pourriez-vous nous faire part de quelques commentaires tirés de notre expérience en matière de gestion de la mort subite? Quelles sont les approches les plus utiles lorsqu'on est en contact avec le patient et sa famille? En règle générale, la mort subite est mal gérée. Lorsque la famille arrive en salle d'urgence, nous essayons de lui donner des sédatifs, de lui faire signer les papiers au plus vite et de lui faire quitter l'hôpital dès que possible. Rien de cela ne l'aide à affronter la réalité d'une mort subite et inopinée. Elle reste souvent en état de stupeur, de choc et de déni. Parfois dans une rage et une colère qu'elle déplace sur l'ambulancier ou le médecin des urgences. Nous avons découvert l'utilité d'aménager une pièce calme près de la salle des urgences où un bénévole formé à ces questions, un aumônier, une infirmière ou un autre professionnel de l'accompagnement se met à la disposition des parents. Là, les familles peuvent pleurer, poser des questions, exprimer leur angoisse et leur chagrin. Pendant ce temps, on doit préparer le corps du défunt pour le rendre le plus présentable possible. La famille peut alors le voir, ce qui permet d'envisager le dépassement du chagrin avec plus de réalisme.
nous nous sommes aperçus que les conseils sont inefficaces dans les semaines qui suivent une mort subite. Si un professionnel de l'accompagnement qui a assisté à la tragédie peut contacter la famille un mois plus tard et l'inviter à revenir dans la salle des urgences pour reparler de l'événement, les proches pourront poser les questions qu'ils n'ont pu poser en état de choc et de déni. Par exemple, a-t-il rouvert les yeux? Était-il conscient? A-t-il prononcé mon nom? Quelqu'un est-il resté près de lui pour lui tenir la main? Si l'on peut accomplir ces démarches un mois après le décès, la famille commencera à assumer un chagrin qui peut durer de quelques mois à plusieurs années. Comment atténuer la peur de mourir chez les parents qui doivent subir une intervention comme une opération à cœur ouvert à laquelle ils ont 50% de chances de survivre? Comment amoindrir la culpabilité de la famille qui a poussé le malade à subir une intervention délicate, notamment lorsque ce malade décède? Face à un patient qui doit subir une intervention chirurgicale, surtout une opération du cœur à 50% de chances de survie, il faut prendre le temps de discuter du pour et du contre et répondre à ces éventuelles questions. S'il éprouve des sentiments forts, ambivalents ou négatifs au sujet de l'intervention, on doit en parler également avec lui. Les proches qui ont poussé un malade à subir une opération à laquelle il succombe éprouvent naturellement une énorme culpabilité et ont souvent besoin de conseils ultérieurs afin de s'en décharger. Là encore, je pense qu'une préparation minutieuse et parfois contraignante, parce qu'elle implique du temps, doit avoir lieu avant l'intervention, non seulement pour le patient, mais aussi pour sa famille. Il est impératif en ce sens qu'elle permettra d'éviter bien des souffrances physiques et émotionnelles après coup. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour évoquer le 5e chapitre qui s'intitule « La prolongation de la vie ». Merci à vous.